Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je vais essayer de traiter en 10 minutes. Je vais essayer de pas trop déborder parce qu'il est un peu tard. De ces deux questions, qui opérait et comment? Mon conflit d'intérêt principal à déclarer, c'est que je suis chirurgien cardiaque et que j'opère un certain nombre des endocardites de ce bâtiment. Alors d'abord, première partie de la question, qui opérait? Alors, on a la chance d'avoir des recommandations qui sont quand même assez claires sur les indications opératoires. D'abord sur les indications urgentes, parce que c'est celles-là qui vont nous préoccuper. Najib disait le vendredi soir, souvent c'est un peu vrai, et je vous montrerai d'ailleurs des photos tout à l'heure du vendredi soir très tard. Donc première indication, c'est l'insuffisance cardiaque. Ça paraît évident, mais c'est important, je pense, de le rappeler. Ce qui est intéressant à rappeler, c'est que dans les critères d'indication urgente, enfin dans les indications urgentes, avec vraiment une classe 1 dans les guidelines, c'est la décompensation cardiaque, l'œdème pulmonaire, le choc cardiogénique. Et dans ces cas-là, il faut opérer très rapidement. Dans les recommandations, c'est dans les premières 24 heures. Alors, j'y mets un petit bémol en bas, c'est que je pense qu'il y a un cas particulier qui n'est pas du tout pris en considération par les recommandations, mais que nous, on a tendance à faire à la Pitié-Salpêtrière. C'est la place de l'assistance circulatoire temporaire, notamment de l'Impella, dans le cas de l'insuffisance mitrale aiguë, parce que le patient qui a sur une IM un OAP massif, eh bien, ça peut avoir un intérêt de lui mettre une assistance temporaire, juste le temps de décharger les cavités gauches, lever cet œdème pulmonaire pour non pas différer l'intervention de quelques jours, mais de quelques heures et permettre de ne pas l'opérer un vendredi soir au milieu de la nuit et de ne pas l'opérer en OAP. Parce que faire une CEC et opérer un malade du cœur en OAP, les suites sont en général assez compliquées. Donc c'est pour ça que je me suis permis de rajouter ce petit commentaire, mais qui ne fait pas partie des recommandations, mais que nous, on utilise volontiers à la Pitié-Salpêtrière. Deuxième critère d'indication urgente, c'est la fuite sévère ou la sténose sévère. Dans ces cas-là, sur des critères hémodynamiques, sur des critères échographiques, et puis également sur la symptomatologie que peut présenter le patient, même s'il n'est pas en état de choc ou en OAP, eh bien, c'est une indication urgente. Alors, dans les guidelines, ils disent urgente, c'est pas emergency, mais c'est urgent. C'est entre 48 à 72 heures. On trouve d'ailleurs dans les recommandations à plusieurs reprises entre 24 heures à 5 jours. En pratique, c'est dans les premiers jours qui suivent, c'est 5 jours qu'on retrouve à plusieurs reprises en effet dans le document. Donc ça, c'est pour les indications hémodynamiques urgentes de l'endocardite. Deuxième indication urgente, ce sont les infections non contrôlées. C'est l'infection qui n'est pas contrôlée malgré l'antibiothérapie bien conduite. Qui n'est pas contrôlée localement, c'est le développement d'un abcès, d'une fistule, d'une progression de la végétation au niveau local, l'apparition d'un BAV. Dans ces cas-là, c'est aussi une indication urgente dans les premières heures qui suivent le diagnostic, dans les 2-3 jours qui suivent en fait ce diagnostic. Et également, on peut envisager le même degré d'urgence dans les recommandations, mais là, c'est avec des recommandations d'experts lorsqu'on a des germes particuliers ou une infection à champignons, parce que dans ces cas-là, eh bien, on sait que ça va être très agressif et qu'il faut mieux aller chirurgicalement rapidement gérer cette infection. Un niveau de recommandation un peu plus faible, enfin une classe un peu plus faible, c'est 2A cette fois. C'est lorsque l'infection persiste, les hémocultures restent positives, malgré une antibiothérapie bien conduite et le contrôle des foyers, et également en cas d'infection des prothèses à certains germes qui sont particulièrement agressifs sur le matériel prothétique. Dernière indication, c'est celle qui vient d'être évoquée précédemment, c'est ce qui concerne le risque embolique. Donc c'est une indication entre guillemets un peu prophylactique où on va intervenir assez rapidement pour pouvoir mettre le patient à l'abri de l'accident embolique. Et donc là, dans les recommandations, eh bien, lorsque la végétation fait au moins 1 cm et qu'on a au moins un accident embolique sous antibiothérapie adaptée, eh bien dans ces cas-là, il y a une indication opératoire également urgente. La petite nouveauté dans les guidelines de 2023 par rapport aux guidelines européennes précédentes, c'est que s'il n'y a pas eu d'accident embolique, pour une végétation qui fait au moins 1 cm, s'il n'y a pas eu d'accident embolique et que le patient est à faible risque opératoire, eh bien c'est une indication opératoire avec un niveau 2B, mais c'est une indication opératoire. Ça change un petit peu des recommandations précédentes qui évoquaient plutôt la large végétation de 30 mm. Là, on a abaissé un petit peu la taille et pour être finalement en phase avec ce qu'étaient les recommandations américaines qui, elles, recommandaient une chirurgie des 10 mm, même chez les patients asymptomatiques. Alors pourquoi ce critère de taille sur la végétation et pourquoi il a été abaissé? Parce qu'en fait dans la littérature il y a pas mal de papiers qui montrent
que eh bien, le risque embolique est corrélé à la taille de la végétation, hein. Plus la végétation est grosse, hein, plus ça expose au risque d'accident embolique. Et puis on sait également que ce risque embolique, il est majeur dans les premiers jours du diagnostic et de l'initiation de l'antibiothérapie. Donc c'est ce qui incite à opérer précocement ces végétations lorsqu'elles font plus d'un centimètre. Alors quand opérer ces patients, lorsqu'il y a notamment un accident embolique, pour les mettre à l'abri d'une récidive, eh bien... ça, c'est une question à laquelle qu'on a un peu évoqué précédemment. Si le patient il a fait un accident embolique, on peut s'interroger sur le risque de ramollissement hémorragique et de complications hémorragiques liées à l'intervention, puisque l'intervention va se faire sous circulation extracorporelle, donc à forte dose d'anticoagulation. Et bien en fait, dans la littérature, on a quand même pas mal d'éléments qui permettent de répondre à la question. Je vous ai mis un papier ici, mais qui est tout récent, hein, qui vient de sortir ce mois-ci. Mais il y a pas mal d'autres séries qui rapportent exactement la même chose. Finalement, quand on regarde les séries des patients qui sont opérés d'une endocardite avec un accident embolique et ceux qui n'ont pas fait d'accident embolique, eh bien la survie est la même. Donc en d'autres termes, on ne prend pas un surrisque à opérer des patients qui ont fait un accident embolique s'il y a une indication opératoire urgente. Et quel est le risque hémorragique de convertir un accident ischémique chez ces patients-là? Dans la littérature, et c'est ce qui est cité dans les recos, c'est à peu près 2 à 7%, même si c'est vrai que chez ces patients, eh bien là, en effet, s'il y a un ramollissement hémorragique, eh bien là, le risque de mortalité est élevé, il est de l'ordre de 40%. Donc à chaque fois, c'est une discussion avec un rapport bénéfice-risque, c'est l'intérêt de la heart team ou l'endocarditis team, et notamment de pouvoir échanger avec les neuroradiologues sur eh bien, le risque de ramollissement hémorragique de la lésion pour pouvoir savoir si c'est le bon moment ou pas d'opérer le patient. Alors, hors indication d'urgence, on est un peu déçu, on reste un peu sur notre faim dans les recommandations de 2023 parce que ça se limite à un paragraphe qui dit que globalement, hors indication d'urgence, eh bien, on se réfère aux recommandations des guidelines habituelles sur les valvulopathies et c'est ce que l'on fait en pratique. Alors, la question à laquelle les guidelines ne répondent pas clairement et c'est une question qui n'est pas tranchée depuis des années, c'est de savoir dans quel délai est-ce qu'il faut opérer ces patients lorsqu'il y a une indication opératoire sur la valvulopathie, mais qu'on n'est pas dans des critères d'urgence. Est-ce qu'il faut opérer précocement ou est-ce qu'il faut différer un peu l'intervention? Ça, c'est une grande question. Il y a énormément de papiers dans la littérature qui en débattent sans répondre de façon très très claire. Pourtant, on a des papiers, on a notamment celui-ci dans le New England qui montrait en 2012 sur une étude randomisée eh bien que lorsqu'on opérait précocement les patients, eh bien c'était mieux, non pas en termes de survie, où là finalement il n'y a pas de différence significative, et c'est d'ailleurs ce que montrent des papiers très récents, mais c'est mieux sur des critères composites qui sont plutôt le risque de réinfection, le risque d'évolution, le risque d'accident embolique et le risque de réopération. Alors on peut le faire, mais dans les faits, il faut reconnaître qu'on ne le fait toujours pas. Je pense que c'est une question qui mériterait d'être rediscutée, parce qu'il y a sans doute une place pour la chirurgie un peu précoce chez ces patients, mais là encore à prendre en considération au cas par cas, parce que ça dépend bien sûr du rapport bénéfice-risque, et c'est tout l'intérêt des staffs pluridisciplinaires sur l'endocardite. Alors une fois qu'on a décidé d'opérer le patient, eh bien, comment on l'opère? D'abord, il y a une question qui se pose souvent, c'est celle du bilan préopératoire. Est-ce qu'il faut faire une coronarographie ou pas avant d'opérer ces patients? Les recommandations, elles répondent à la question. Elles disent oui, si c'est possible, si le patient est stable, eh bien, il faut faire une évaluation coronaire. Cette évaluation, elle peut être faite par coroscanner, c'est ce qui est recommandé dans les dernières recommandations. Et par coronarographie, si le patient est à risque de pathologie coronarienne en absence de végétation aortique. Ça, c'est les classes 1. Mais il y a aussi, en classe 2B, la coronarographie est possible malgré la végétation aortique si le risque coronaire est élevé. Donc en pratique, c'est recommandé de le faire lorsque on a des facteurs de risque coronarien importants, ce qui est le cas d'un certain nombre de ces patients. Mais la végétation aortique n'est pas une contre-indication absolue à la réalisation de la coronarographie. Donc je pense que lorsque les patients sont à risque de lésions coronariennes, ça vaut vraiment le coup de les explorer et de discuter la coronarographie, là encore un peu au cas par cas, en fonction notamment de la végétation et du risque embolique que l'on peut prendre. Alors ensuite, concernant les techniques chirurgicales à proprement parler, je ne vais pas vous faire un catalogue
toutes les interventions, parce que là, il y aurait beaucoup de choses qu'on pourrait dire, mais je ne peux pas résister à l'envie de partager quelques photos, que je ne résiste pas d'ailleurs non plus à l'envie de les partager avec Najib à 2 heures du matin après avoir opéré ses patients. Je me dis, il n'y a pas de raison, il n'y a pas que moi qui doit ne pas dormir, hein, c'est normal qu'on partage, on est une équipe. Donc, vous voyez les... Mais bon, c'est un message, hein, ce n'est pas un appel. Vous voyez ici les différentes photographies. En fait, pourquoi je vous montre cette image, c'est parce qu'en fait, ça vous montre qu'il y a une grande variabilité de situation. Et par conséquent, il y a des variations aussi dans les techniques. Il y a énormément de cas complètement différents. Hein, vous avez par exemple sur cette photographie à la fois une valve aortique en haut à gauche qui est complètement délabrée. Vous avez la végétation que vous a montré Camille lors du premier cas clinique tout à l'heure sur l'Emplatzer de fermeture du foramen ovale. Vous voyez en bas à gauche une tavis avec des végétations à l'intérieur et un remaniement important. Vous voyez au passage que ça a nécessité de resséquer une partie de la paroi aortique. Hein. Et puis à droite, vous voyez une endocardite avec une désinsertion complète d'une valve mitrale qui était une bioprothèse donc, en position mitrale. Donc, on voit clairement que là, quand on parle de chirurgie, face à des techniques qui peuvent être très différentes parce que ça dépend vraiment des cas de figure. Donc, je ne vais pas vous faire ce catalogue-là, mais juste vous apporter quelques grands principes. Vous dire déjà que c'est une chirurgie, mais on l'a déjà dit, qui est une chirurgie à haut risque. Et quand on regarde la littérature, on est à 10 à 20% de mortalité hospitalière chez ces patients. Mais c'est assez logique parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, les patients qu'on opère, c'est ceux qu'on opère dans des conditions les pires, puisqu'on les opère en conditions d'urgence, en état de choc, avec un sepsis non contrôlé. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'ils ont souvent des comorbidités, ils sont souvent assez âgés. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils font des endocardites pour un certain nombre d'entre eux. Et que ces endocardites, parce qu'il y a eu, on en a parlé longuement ce soir, une petite errance diagnostique, au moment où ils arrivent à la chirurgie, eh bien, il y a déjà eu des délabrements valvulaires et paravalvulaires assez importants. Et donc, derrière, la chirurgie, elle va être assez compliquée. Et donc, la question du délai opératoire, elle est essentielle parce que plus on attend pour opérer, plus on s'expose à des délabrements valvulaires et donc à une chirurgie qui va être plus complexe. Alors, en ce qui concerne les techniques ensuite, il y a tout un catalogue. Je vais juste vous en dresser un petit panorama rapide. Il y a les remplacements valvulaires. Hein, on remplace la valve et puis on met une prothèse. Ça, c'est assez simple. Il y a la mise en place de patchs. Enfin, il y a une intervention que je vais vous présenter qui est l'intervention commando. Ça doit être pour satisfaire à des velléités martiale de certains chirurgiens. Donc, ils ont appelé ça intervention commando, mais bon, enfin, c'est une intervention un peu compliquée, mais voilà tout. Et puis, on parle parfois de chirurgie conservatrice. Alors, chirurgie conservatrice, il faut savoir de quoi on parle. Parce qu'il y a chirurgie conservatrice et chirurgie conservatrice. Hein. Il y a des chirurgies conservatrices qui sont assez classiques, assez codifiées. C'est principalement au niveau de la valve mitrale, hein, c'est la plastie mitrale ou certaines végétectomies. Et puis, il y a des chirurgies conservatrices qui sont beaucoup plus sophistiquées où pour conserver à tout prix du tissu, on va mettre des patchs et faire des choses assez compliquées avec parfois des papiers pour argumenter tout ça, qui sont des papiers qui en font vraiment la promotion. Il faut garder à l'esprit que quand on publie, en tout cas en chirurgie, mais je pense qu'il n'y a pas qu'en chirurgie, c'est quand on a des bons résultats. Hein. Quand on a de mauvais résultats, on a tendance à pas trop communiquer. Et donc, il faut se méfier des avantages supposés de toutes ces chirurgies conservatrices qui ont des tas d'avantages annoncés. Mais les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Mais il y a des vraies limites. Hein. Les vraies limites, c'est que d'abord, faire ça en urgence, c'est compliqué. C'est pas toujours reproductible. Et que parfois, pour faire une plastie ou une chirurgie conservatrice, on va devoir s'affranchir d'un certain nombre de règles de la chirurgie de l'endocardite qui consiste à vraiment avoir des résections complètes et ne laisser aucun tissu infecté. Et donc, ça expose au risque de récidive. Alors pour autant, est-ce qu'il faut ne pas faire de plastie? Est-ce qu'il faut tout remplacer? Ce n'est pas mon message. Hein. Il y a des papiers très clairs dans la littérature, notamment sur la valve mitrale, où je vous l'ai dit, là c'est des chirurgies, des techniques de plastie qui sont bien codifiées, qui montrent qu'on peut faire avec de très bons résultats. À plusieurs conditions. La première, c'est qu'on respecte ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on a une résection des tissus infectés qui est complète. On ne sacrifie pas ça au prétexte de vouloir à tout prix faire une plastie. Et puis, il faut que globalement, l'appareil sous-valvulaire et puis le bord libre des valves soient préservés parce que c'est ça finalement qui va permettre de faire une plastie. Moyennant quoi, les résultats, quand on regarde différentes méta-analyses, sont comparables à ce qu'on observe avec les remplacements valvulaires mitraux.
ne sont pas vraiment supérieurs, contrairement à ce qu'on entend parfois, et ils sont, quand on regarde la littérature, à peu près équivalents. Il y a certains papiers qui montrent en effet que c'est un petit peu mieux, mais là encore, il faut garder à l'esprit que ceux qui publient, c'est ceux qui ont des bons résultats. Ceux qui ont des mauvais résultats, en général, ne les publient pas. Et donc, toutes ces littératures sont souvent un peu biaisées. Et quand on veut comparer au remplacement, puisque le remplacement, c'est ce qui est pratiqué très, très largement. Un point particulier, c'est probablement pour la tricuspide, parce que la tricuspide, c'est une population particulière de patients. C'est aussi des germes particuliers, ce n'est pas exactement les mêmes germes que ce qu'on a pour le cœur gauche. Et là, en l'occurrence, on a des données dans la littérature qui montrent que si on fait un remplacement, on va s'exposer à moins de fuites en post-opératoire. Mais par contre, on s'expose à plus de risques de récidive et de réopération derrière, de récidive de réinfection. Donc ça plaide pour la tricuspide pour forcer un peu à la plastie, ce qui n'est pas le cas pour les autres valves. Donc ça, c'est un point qui mérite, je pense, d'être souligné. Pour ce qui est du remplacement valvulaire, l'avantage des remplacements valvulaires, c'est que c'est assez simple, reproductible et assez rapide, y compris au milieu de la nuit et dans à peu près toutes les mains chirurgicales. Donc, ça a l'avantage de la simplicité et de la reproductibilité, c'est le premier point. Après, concernant le choix du substitut valvulaire, eh bien là, en ce qui concerne les prothèses, il n'y a pas une prothèse qui a montré sa supériorité par rapport à une autre. On pourrait penser que telle ou telle prothèse pourrait faire mieux, etc. Ce n'est pas vrai, il n'y a pas de différence. Nous, ce qui va guider notre choix, c'est plutôt le contexte. Le contexte, comme on le fait pour toutes les prothèses, entre mécanique et bioprothèse, bien sûr, mais aussi le contexte hémodynamique, parce qu'un patient qui est en état de choc cardiogénique, il est à risque assez élevé de sortir du bloc opératoire avec une assistance circulatoire. Et dans ces cas-là, la bioprothèse elle a un intérêt évident parce qu'elle va exposer à moins de risque de thrombose que la prothèse mécanique. Il y a un intérêt pour les homogreffes dans les endocardites, c'est que ça se défend mieux contre l'infection et donc ça peut avoir un vrai bénéfice dans l'endocardite, notamment lorsqu'il y a de gros délabrements tissulaires, parce que là, comme on a plus d'étoffe, on va pouvoir combler certains délabrements et ça peut avoir un intérêt, tout comme les prothèses sutureless, parce qu'elles ont un avantage, c'est que dans des anneaux fragilisés, ça permet de les implanter sans avoir besoin de rajouter des points dans des tissus qui sont toujours un petit peu fragiles. Alors une question, mais peut-être que tout à l'heure ça sera abordé un peu par Xavier, mais c'est la question du pacemaker, parce que souvent on a cette discussion avec Najib qui essaie de me suggérer, enfin il ne sait pas ce que j'en pense, mais bon, je crois comprendre ce qu'il en pense. Il me demande de mettre un pacemaker pendant l'intervention, et c'est vrai que les recommandations disent, mais c'est du niveau d'expert, recommandations d'experts, qu'on peut envisager le PM épicardique si le BAV est complet, quand il est en présence d'un certain nombre de conditions qui sont sur cette diapositive. Ça, c'est des recommandations d'experts. Moi, personnellement, je ne sais pas si je suis expert, mais en tout cas, je ne suis pas tout à fait en phase avec ça. Et je pense qu'il y a une alternative qui peut se discuter, qui est de mettre en place un pacemaker temporaire épicardique, comme on le fait pour toutes les interventions de chirurgie cardiaque. Et puis, à distance, lorsque ce sera stérilisé, de mettre un PM définitif dans des bonnes conditions. Parce que implanter dans un contexte d'urgence, d'infection pas totalement contrôlée, du matériel avec un boîtier en place, je pense que c'est quand même, à mon avis, un petit peu à risque. Et puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, la fameuse intervention commando. De quoi il s'agit ? En fait, c'est le remplacement de la valve aortique et de la valve mitrale et du trigone. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, l'infection, parce qu'elle a évolué, elle a touché la valve aortique, mais elle s'est prolongée sur la mitrale. Et comme il y a une continuité mitro-aortique, eh bien, au moment de l'intervention, il faut traiter les deux valves. Ce qui a été montré sur plusieurs papiers, c'est que lorsqu'on traite les deux séparément, d'abord l'aortique, puis la mitrale, eh bien, la partie, le trigone, la partie, notamment la continuité mitro-aortique, n'est pas totalement traitée et peut être source de récidive, d'infection et de nécessité des réopérations. Donc, une option consiste à ouvrir l'aorte, le toit de l'oreillette gauche, ou alors ouvrir l'aorte, l'oreillette droite, puis l'oreillette gauche, resséquer tous les tissus, remplacer les deux valves et mettre en place 4 patchs pour pouvoir reconstituer la totalité des parois. C'est pour ça qu'on parle d'opération commando, parce que c'est quand même une chirurgie un peu agressive, avec derrière des résultats qui sont parfois un peu compliqués, mais avec le temps, ces résultats se sont améliorés. C'est ce que vous voyez sur la courbe ici, où on a des résultats maintenant dans cette intervention qui est quand même très compliquée, des résultats qui sont assez satisfaisants. Pourquoi ? Parce que déjà, les techniques se sont un peu
simplifier. Puis aussi parce que, et c'est le dernier point, c'est que eh bien, la chirurgie cardiaque, ça se fait avec la circulation extracorporelle. Et la circulation extracorporelle, ça génère de l'inflammation. Et on sait aussi que plus la CEC va être longue, plus les gestes vont être compliqués, plus derrière les suites peuvent être un petit peu difficiles. Mais on dispose maintenant de dispositifs, le Cytosorb, qui est une cartouche d'absorption des cytokines et qui permet, lorsqu'on a un orage cytokinique important, une très grosse inflammation, eh bien, de retirer ces cytokines et de permettre un meilleur contrôle notamment de la vasoplégie. Alors, il y a plusieurs papiers qui l'ont montré très clairement. Quand on utilise ça sur la CEC pendant ces interventions, eh bien, on diminue le sepsis, on diminue la vasoplégie et ça améliore les résultats. Le problème, c'est qu'il y a une étude randomisée qui a été faite il y a 2 ans en Allemagne. Et cette étude randomisée, elle mettait 150 patients dans un bras, 150 dans l'autre. Elle n'a pas montré de différence, ni sur le SOFA-score, ni sur la survie. Par contre, elle a montré en effet que ça réduisait l'inflammation. Alors, comme vous le savez, c'est intéressant de regarder un peu l'envers du décor. Parce que le diable se cache dans les détails. Et quand on regarde dans les détails, dans cette série, pour inclure rapidement des patients, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis beaucoup de patients qui n'étaient pas si urgents que ça. Il y a un tiers des patients qui ont été opérés de façon programmée. Et puis, c'est des patients pour lesquels on n'a pas de données sur les vasopresseurs, qui avaient des SOFA-scores qui n'étaient pas très élevés, donc qui n'étaient pas si graves que ça et qui n'étaient pas en état de choc. Donc finalement, ils n'ont probablement pas pu tirer bénéfice du Cytosorb, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas si graves que ça. Donc pour conclure sur qui opérait et comment, les indications urgentes, on les connaît tous, elles sont rappelées par les recommandations, elles sont hémodynamiques, infectieuses et emboliques. Les indications à froid, je pense qu'on pourrait discuter une chirurgie un peu plus précoce. Il y a sans doute dans la littérature un certain nombre de signaux qui indiquent qu'il peut y avoir un bénéfice pour les patients, mais c'est ce qu'on discute un petit peu au cas par cas. Et pour les techniques chirurgicales, c'est compliqué d'en faire un catalogue complet, mais je pense qu'il faut garder à l'esprit plusieurs choses. C'est qu'il y a des grands principes. Le premier, c'est de corriger les délabrements, bien sûr, d'éradiquer l'infection, et ça, il ne faut pas le sacrifier au prix d'un geste conservateur. Et garder à l'esprit que l'objectif premier, c'est que le patient sorte vivant du bloc opératoire et de l'hôpital. Et donc, il faut savoir parfois faire assez simple et faire des choses qui soient simples, reproductibles et le faire en sécurité et pouvoir s'adapter un peu au cas par cas. L'intérêt de la HeartTeam, et toutes nos indications sont discutées avec l'équipe endocarditique, y compris en urgence, c'est de peser un peu le rapport bénéfice-risque et essayer d'avoir une approche individualisée pour le patient. Je vous remercie de votre attention. Merci Guillaume pour cette excellente présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions, une ou deux. Je vais commencer rapidement par un commentaire. Je partage bien évidemment ton avis sur la coronarographie. On peut la faire chez tout le monde. Après, dans la pratique, je ne sais pas ce que tu en penses, mais dans l'objectif de faire simple et de faire sortir le malade vivant, on a l'impression chez beaucoup de patients que ce n'est pas le problème. Le malade a une indication urgente, on fait régulièrement l'impasse parce qu'alourdir la barque avec des pontages dont l'intérêt peut être discuté sur une maladie coronaire stable, monotronculaire, on a tendance à faire l'impasse. Voilà. Alors, moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, je pense que les patients qui sont à haut risque coronarien, ça vaut le coup de le faire, ceux qui ont des facteurs de risque. Pour les autres, je pense qu'en effet, le sujet n'est pas celui-là. Bon, on va encore discuter. Le deuxième point rapide, c'est concernant la chirurgie. Je partage largement ton avis sur l'intérêt d'une chirurgie lorsqu'il y a une indication, le plus tôt possible, il n'y a pas de doute. Il y a toujours la notion ancienne sur les mitrales, parce qu'on sait que, je ne parle pas d'une grosse végétation, quand on a une fuite moyenne à sévère, chez un malade un peu essoufflé, on n'est pas dans l'urgence chirurgicale et on a tendance parfois à attendre chez les malades qui sont compliants qu'on peut suivre, parce qu'il y a des notions qui disent que quand on se met un peu à distance de la chirurgie, on peut plus réparer. Est-ce que c'est une vraie notion, ça, ou c'est quelque chose qui est discutable ? C'est discuté, en tout cas, et c'est une notion qui n'est pas basée sur beaucoup de papiers. Dans ton expérience ? Moi, dans mon expérience, tout dépend des dégâts et des délabrements tissulaires. Donc, si d'emblée, il y a eu des délabrements, si l'anneau est infecté, l'anneau, il va créer un abcès, il va créer si l'appareil sous-valvulaire est abîmé, il va être abîmé de la même manière. Je pense qu'à attendre, le risque, c'est au contraire que la situation s'aggrave et d'avoir des délabrements plus importants. Donc, je suis pas convaincu par ça. Très bien. Bon, la coronarographie, c'est pas... Enfin, à moins d'avoir une grosse végétation sur la face aortique de la valve, il y a des moyens de faire pour ne pas toucher la végétation et d'aller pacifier les coronaires. Il ne faut pas non plus prendre peur.
Non, la discussion, c'est après, qu'est-ce qu'on en fait chez un malade instable, on est d'accord. Quand un patron, l'idée proximale, elle y ponter une droite, alors que à 70 ou 80%, alors que le malade a été à très haut risque chirurgical, est-ce que c'est vraiment... Mais ça, c'est des discussions intimes qu'on réserve au vendredi soir.